Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, chaque 1er mars marque la journée mondiale de la protection civile. À quelques heures de cette célébration, le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique a adressé à la nation un message. La substance de ses propos est à suivre dans un instant. Session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies ce jour. Les 193 membres de l'Assemblée générale devront se prononcer sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela fait suite à l'adoption de 11 pays de la résolution portée par les États-Unis et l'Albanie lors du Conseil de sécurité. Et puis, un afflux massif de réfugiés ukrainiens est attendu dans le reste de l'Europe. Ils sont nombreux à quitter leur pays. L'Union européenne planche sur les solutions pour les accueillir. Merci pour l'attention. Je l'annonçais en début d'édition. Le Bénin célèbre demain, 1er mars, la journée mondiale de la protection civile. Pour l'édition de cette année, les réflexions sont assez autour du thème « La gestion des personnes déplacées internes dans un contexte de pandémie impliquant l'utilisation des agents bénévoles de protection civile ». En prélude à la journée, le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique a adressé à la nation un message dont voici la substance. On écoute Alassane Seydou. Malgré l'engagement et les efforts combien importants que ne cesse de consentir le gouvernement, la lutte contre les crises et catastrophes doit être portée par les populations à la base dans une approche de coproduction de la protection civile. Dans cette perspective, le gouvernement a développé 2 nouvelles stratégies qu'il me plaît de rappeler ici afin d'exhorter tous les acteurs de protection civile, notamment les populations, à y adhérer pleinement. La première stratégie consiste, sous l'autorité de l'Agence nationale de protection civile, à prendre en charge les sinistrés des inondations et autres aléas désormais dans des familles d'accueil et non plus sur des sites d'accueil comme par le passé. Cette pratique novatrice a fait ses preuves dans la gestion des inondations des années 2020 et 2021, dans la mesure où elle a permis d'éviter les risques de propagation rapide de la COVID-19 qu'un rassemblement de grand nombre de sinistrés aurait pu occasionner sur un site d'accueil. La deuxième stratégie consiste au déploiement des pères, éducateurs et secouristes qui sont des volontaires identifiés parmi les populations et qui sont formés pour renseigner, sensibiliser et apporter les premiers soins et secours aux sinistrés avant l'intervention des services spécialisés de l'État. Avec les nouvelles menaces et risques éventuels auxquels les populations sont de plus en plus exposées et en raison du niveau élevé des dégâts des inondations de ces dernières années, il convient de densifier le réseau de ces pères éducateurs et secouristes par une mobilisation massive d'agents bénévoles de protection civile dans tout le pays. L'Agence nationale de protection civile est d'ores et déjà instruite pour ouvrir dans les prochains jours une campagne de mobilisation des agents bénévoles de protection civile. Je saisis l'occasion pour lancer un vibrant appel à tous les concitoyens pour qu'ils s'inscrivent massivement dans les registres qui seront ouverts à cet effet au niveau des élus locaux. Je demande aux leaders d'opinion, aux notables, aux chefs religieux et aux chefs traditionnels d'œuvrer à travers leur comportement, leurs propos, leurs prêches et leur vie quotidienne pour la paix et de coproduire la protection civile en restant mobilisés autour de l'Agence nationale de protection civile pour une meilleure gestion intégrée des crises et catastrophes. Ainsi parle Patrice Talon, c'est le nom de l'ouvrage lancé ce samedi par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rungweji. Un recueil de phrases fortes prononcées par le président Patrice Talon à diverses occasions au cours de son premier mandat 2016-2021. Un lancement qui a réuni plusieurs personnalités politiques et invités à la salle Baobab du Novotel Hôtel. Le point de la séance, c'est avec Géraud Adjomaï. Ainsi parle Talon.
C'est l'intitulé du nouvel ouvrage présenté ce jour à un public constitué de personnalités politico-administratives et d'imminence. Auteur Wilfried Léon Ngouidji s'illustre encore à travers une 6e œuvre qui est un concentré de phrases ayant une certaine consonance, empreinte de charge dans un contexte bien précis, tant pour le Béninois que pour l'étranger ou l'observateur de la vie politique. Une solution pour l'auteur, dans sa fonction de porte-parole du gouvernement, de permettre à l'opinion publique de s'approprier la sémantique des propos du chef de l'État. Chacun peut s'en souvenir ici. Sur la première moitié du quinquennat 2016-2021, nous avons beaucoup souffert. Souffert d'incompréhension, souffert de ce que les études structurelles qu'il fallait mener avant d'engager les grands projets semblaient tarder aux yeux des observateurs et aux yeux de nos compatriotes. À telle enseigne que parfois, le propos de l'autorité pouvait être inaudible, incompris. Nous étions bien placés, mon équipe et moi, pour observer que le chef de l'État, M. Patrice Talon, n'a pas pris l'habitude de dire les choses au hasard. Quand il parle, c'est qu'il a quelque chose à dire. Paru aux éditions L'Harmattan en 2021, le livre compte 110 pages avec en couverture la photo officielle du chef de l'État, bras croisés, regard scrutant sans doute l'avenir. Aussi, 23 pages portent-elles une lettre de l'alphabet et 106 phrases recensées. Je reviens rapidement sur les mots utilisés dans les phrases du livre. Je remarque après décompte que la lettre R, comme relevé, compte à elle seule 21 mots, record dans le livre. Vient ensuite la lettre P avec 20 mots. La lettre Z, la dernière de l'alphabet, dans le livre, elle est bien entendu en dernière position. Elle n'a qu'une seule phrase, avec comme mot retenu par l'auteur 0. À l'intérieur de cet ouvrage, l'ancien journaliste politique dresse fidèlement le répertoire des propos du président Patrice Talon, sans exclure ceux qui peuvent prêter le flanc à la polémique. L'autorité statue sentencieux, je cite, « Vu de l'étranger, le Bénin était une démocratie pagailleuse, sympathique et démunie, à qui on jetait des miettes de pain pour se donner bonne conscience. Certains ont trouvé leur compte dans cette anarchie nourrie de mendicité. Moi non. Et c'est toute la différence. Dans cet extrait, chers invités, forcément modalisateur, campe la rupture du sujet parlant avec une tradition de complaisance aux résultats peu féconds. Président d'institutions et acteurs politiques de tous bords étaient venus à cette présentation de l'ouvrage. Le sens de l'organisation du président est un sens très élevé, mais organisation méthodique. Le sens du travail bien fait, il travaille ses discours, il travaille ses phrases, même si des idées viennent par-ci, par-là, il est le dernier à mettre la dernière plume. Ainsi, Parle Talon est déjà disponible dans les librairies et kiosques du Bénin. Convaincu du contenu, le public convie déjà l'auteur, Wilfried Léon Ngouidji, à l'acte 2 du même exercice à l'issue du second mandat du chef de l'État, Patrice Talon. À l'issue de ce lancement, quelques personnalités présentent nos livres, leurs impressions. On les écoute. L'homme de la méthode et l'homme de la préparation. Je n'ai jamais eu la malchance de suivre le président, disons, M. Patrice Talon en ce moment, participer à une réunion de la restructuration de la filière coton sans avoir préparé correctement, objectivement et dans tous les sens, juridiques, techniques et tout, pour, disons, montrer toute sa maîtrise de cette filière, ce qui ne devait étonner personne, puisque nous avons vu par la suite, aujourd'hui, le Bénin se situe parmi les premiers, en tout cas jusqu'à l'année 2020, le premier producteur de coton en Afrique. Et là, je voudrais demander à Wilfried, puisque je sais qu'il a l'inspiration de beaucoup écrire,
de penser à un autre livre. Je lui passe le titre. Patrice Talon ou la sentinelle du peuple béninois. Je sais compter sur toi pour l'écrire. Parce que Patrice Talon aujourd'hui est en train de payer les factures, de payer les impayés de ses prédécesseurs. C'est quelqu'un qui fait de vous une personne qui devient une meilleure version d'elle-même, une personne de qualité, une personne qu'on pourrait convoiter, une personne qu'on est prêt à acheter à prix d'or. La précision, c'est ce qui me frappe du personnage de son Excellence le Président de la République dans sa communication. Cette précision qui contraste curieusement avec, je dirais, la rareté de sa prise de parole, précision que je pourrais définir un peu comme une sorte de vision. Le deuxième mot, c'est le mot résultat. Le président de la République, il a réussi à nous embarquer tous dans un exercice où, à la fin, il y a du résultat. Contrairement à ce que les gens pensent, dans les rapports avec ses partenaires politiques, qui s'imposent et que les gens acceptent, c'est faux. C'est un homme de débat, un homme de discussion. Et c'est un homme, quand il voit que vous avez raison, il acquiesce. Actualité en dehors du Bénin, le président américain Joe Biden doit s'entretenir aujourd'hui en conférence téléphonique avec ses alliés. Il s'agit, selon la Maison-Blanche, de coordonner une réponse commune alors qu'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies se tient également aujourd'hui. Les 193 membres de l'Assemblée générale devront se prononcer sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela fait suite à l'adoption par 11 pays de la résolution portée par les États-Unis et l'Albanie lors du Conseil de sécurité, bien qu'aucun retour n'est possible pour une telle saisine en vertu des règlements onusiens. La Russie a voté contre tout en se montrant critique à l'égard du Conseil de sécurité. Suivez plutôt. La Fédération de Russie a voté contre le projet de résolution présenté en raison du fait que ses auteurs proposaient de constater que le Conseil de sécurité n'a pas exercé sa responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dans le même temps, nous n'avons pas vu ne serait-ce qu'une allusion à une tentative de parvenir à une solution constructive au Conseil. L'Ukraine demande une audience d'urgence et une ordonnance du tribunal de la Cour internationale de justice selon laquelle la Russie doit cesser son attaque illégale contre l'Ukraine. La Russie devra répondre de son comportement devant la Cour mondiale de la Haye. La Cour est compétente pour entendre l'affaire de l'Ukraine et ordonner des mesures d'urgence sur la base de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Un afflux massif de réfugiés ukrainiens est attendu dans le reste de l'Europe. Il a déjà commencé en raison de la guerre. Ils sont nombreux à quitter leur pays. L'Union européenne planche sur les solutions pour les accueillir. Nous assistons à ce qui pourrait devenir la plus grande crise humanitaire sur notre continent européen depuis de très nombreuses années. Des millions de réfugiés potentiels. La Commission européenne avance plusieurs chiffres. Il serait 300 000 Ukrainiens à avoir déjà quitté le pays. La moitié d'entre eux se trouveraient en Pologne. Leurs passeports leur permettent de rester 90 jours au sein de l'Union européenne. Une période qui pourrait sensiblement augmenter au gré des circonstances exceptionnelles. Nous devons être préparés à un nombre beaucoup plus élevé de personnes qui essaient de venir ou qui veulent venir et qui devraient être les bienvenus dans l'Union européenne. Et c'est pourquoi je pense qu'il est temps maintenant d'activer une directive de protection temporaire pour soutenir les Ukrainiens. Dans le détail, cette protection temporaire implique la possibilité de rester 3 ans dans l'UE et de pouvoir y travailler.
La France se montre favorable à cette proposition qui nécessite l'aval d'une majorité qualifiée parmi les États membres. Depuis 2001, et comme ça a été le cas déjà au Kosovo, il y a une réglementation spécifique qui est déclenchée par la Commission et votée par le Conseil des ministres de l'Intérieur qui serait cette protection temporaire. La France mettra ce sujet à l'ordre du jour dans quelques instants. Les différents États membres. L'offensive russe a commencé jeudi matin dans le Donbass. Vladimir Poutine déclarait alors répondre à l'appel à l'aide lancé par les deux républiques autoproclamées dont il avait reconnu l'indépendance 3 jours plus tôt. Le Donbass où les combats se poursuivent, là aussi, malgré le conflit, certains habitants ont décidé de rester. À voir l'état des immeubles environnants ravagés par des années de guerre, on pourrait croire que plus personne ne vit ici. Et pourtant, nous avons rencontré quelques personnes qui continuent de vivre dans ce quartier, et ce malgré les conditions de vie plus que précaires. En 2014, notre maison était en première ligne. On en parlait partout dans les médias parce qu'elle a été touchée par 42 ou 43 tirs directs. Les gens se mettaient dans les abris. Dieu merci, nous avons des sous-sols ici. Les gens se cachaient dans ces sous-sols. Ceux qui ont pu partir sont partis, les autres sont restés. Jusqu'à présent, les gens habitent ici, ne quittent pas cette place, ne quittent pas leur maison. Même si la plupart des dégâts remontent au début du conflit, les bombardements, eux, continuent. Vendredi, il y avait des tirs importants. La nuit, nous nous abritons dans un sous-sol. Il y a maintenant 3 personnes qui habitent dans cette partie de la maison. On courait jusqu'au sous-sol. Puis les tirs se sont poursuivis. Moi, je suis un peu sourde, je n'entends pas. Les projectiles sont tombés ici et nous nous sommes précipités tous vers le sous-sol. Je ne peux pas déterminer l'endroit exact, mais c'était... Ces derniers temps, les tirs sont permanents. Il y a des tirs de missiles. Les gens disent « c'est bon, on arrête là ». Mais alors que nous parlons avec cette habitante, le bruit des bombardements se rapproche, nous obligeant à abréger la conversation. Sur la route du retour, nous nous arrêtons sur le lieu des bombardements de la veille. Et voilà le résultat du bombardement de samedi soir dans lequel une vingtaine d'obus tirés du côté ukrainien ont atterri sur ce quartier résidentiel de Donetsk. Par chance, personne n'était dans cet appartement au moment où l'obus est tombé dessus. Entre les quartiers de Donetsk proches du front, quasiment abandonnés à leur propre sort, et ceux plus proches du centre-ville où l'on pourrait se croire davantage en sécurité, les obus ukrainiens continuent de tomber. Et cela fait presque 8 années que cela dure. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.bena-eden.tv.